Je me réjouis beaucoup de vous entendre et je vous donne tout de suite la parole. Merci beaucoup Evelyne et merci pour l'invitation et pour l'occasion de vous rencontrer tous et de partager un peu du travail clinique que je fais à l'heure actuelle à Boston. Mais je dirais que ça remonte à beaucoup plus loin. En fait, j'ai passé les 15 dernières années de ma vie à me former, à faire des stages, que ce soit au niveau académique aussi, pour travailler dans ce domaine, travailler avec les enfants, adolescents, atteints d'autisme ou de autres troubles neurodéveloppementaux et leurs familles. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment le point de vue de l'intégration et de favoriser leur participation sociale. Quelques mots sur l'école où je travaille à l'heure actuelle, parce que ça va donner un peu la perspective de laquelle je viens quand je vous présente ma présentation aujourd'hui. C'est une école qu'on appelle thérapeutique qui est située à Boston, qui est affiliée avec l'hôpital pour enfants malades de Boston, de même qu'avec le Harvard Medical School. Et notre école s'intéresse, quand on parle d'école thérapeutique, ce sont des enfants qui étaient en milieu scolaire régulier, mais pour une raison ou pour une autre, ça n'a pas fonctionné pour eux. Et aux États-Unis, l'intervention qu'on fait ensuite, c'est d'aller en classe spécialisée, mais toujours en milieu régulier. Et lorsque ces soutiens-là ne suffisent pas, alors il y a une autre transition qui se fait et c'est vers une école thérapeutique. Et il y a différents types d'écoles. Il y a des écoles qui vont être beaucoup plus axées sur l'académique. Il y a des écoles qui vont être axées plus sur le côté aller chercher des thérapies comme par exemple l'ergothérapie, l'orthophonie et travailler sur les graves problèmes du comportement. Et il y a une école comme la nôtre qui fait, je dirais, 50-50%. Donc, on fait les deux. Donc, l'idée, c'est d'aider ces jeunes-là à réintégrer le milieu scolaire régulier. On les a jusqu'en 10e année, ce qui est l'équivalent aux États-Unis. On les prépare pour le high school. Et l'idée, c'est que le prochain high school, ils vont pouvoir aller, va être un milieu qui est beaucoup plus proche du milieu régulier. Et on s'assure qu'ils prennent tous les examens académiques nécessaires pour obtenir leur diplôme d'études secondaires. Donc, on leur ouvre aussi la voie vers le vocationnel ou sinon vers aussi tout ce qui est universitaire, s'ils veulent aller au collège, par exemple. Donc, ceci étant dit, je vais débuter ma présentation. Pour ma présentation, je m'intéresse particulièrement à l'autisme. Un instant. Aux États-Unis, on utilise principalement la définition du DSM-5. Je regardais la CIM. Je m'attendais à ce qu'elle sorte en 2018, la CIM 11, mais elle n'est pas encore sortie. Mais les experts du domaine de l'autisme disent que la définition va être beaucoup plus proche de celle du DSM-5. Donc, je vais utiliser ça comme cadre de référence aujourd'hui. La grande différence du DSM-5 comparé au DSM précédent, qui était le DSM-4-TR, c'est que plutôt que d'avoir différentes catégories, par exemple, on avait le trouble d'Asperger, on avait ce qu'ils appelaient le PDD-NOS, il y a seulement une catégorie qui est le trouble du spectre de l'autisme et on peut avoir différents niveaux de fonctionnement. Donc, il y a le niveau 1 où les gens vont avoir, par exemple, d'excellentes capacités verbales ou aussi ils vont avoir des habiletés cognitives qui sont préservées et tout. Et le niveau 2, ça va être un peu plus des atteintes importantes et ainsi de suite. Donc, c'est plus basé sur le niveau adaptatif et les besoins de ces jeunes-là. La prévalence de l'autisme, de manière générale, dans le monde entier, est en train d'augmenter. Ce qu'on voit, c'est que l'augmentation est surtout expliquée, je vais utiliser mon pointeur ici, par l'augmentation de la représentation des individus qui ont un TSA de haut niveau. Donc, si on regarde les gens, par exemple, qui sont plus comme non-verbaux ou avec une déficience intellectuelle qui était associée aussi avec qui est en co-occurrence avec l'autisme, cette représentation-là est à peu près 3 pour 1000, donc c'est pas mal équivalent. Mais c'est surtout ici qu'il y a eu une augmentation. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous présenter le profil cognitif de l'enfant-adolescent avec un TSA de haut niveau, les particularités qu'on y trouve, l'impact que ça a sur leur apprentissage, sur leur intégration scolaire, de même que faire un cours survol des stratégies d'adaptation et d'intervention. Je dois dire que c'est quelque chose qui
que j'ai trouvé un peu difficile en préparant ma présentation parce qu'il y a tellement à dire sur le sujet que c'est difficile de tout rentrer en 30 ou 45 minutes. D'ailleurs, je sens que je tends à parler rapidement. Et bon, il y a toujours un peu de nervosité quand on parle à des gens aussi devant un groupe. Mais je pense que c'est surtout parce que je sais que j'ai tellement de choses à présenter aujourd'hui et je dois les rentrer dans ce certain temps. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux pour respecter le cadre. Lorsque je parle de profil cognitif, quelque chose que je n'ai pas mentionné au début aussi, à Boston, je travaille comme psychologue clinique, mais je suis aussi la directrice des services d'évaluation. Donc, je suis en charge de tout ce qui est de faire les évaluations cognitives, le testing neuropsychologique pour les gens qui sont dans notre école. Donc, je fais ces évaluations-là où je supervise les gens qui les font. L'évaluation, habituellement, c'est à quoi elle ressemble, c'est qu'on va on va inclure des mesures qui vont mesurer ces différents domaines. Donc, on regarde le fonctionnement cognitif ou intellectuel, ce que les gens appelaient avant l'intelligence, mais maintenant, on comprend beaucoup plus l'intelligence comme étant un ensemble de processus cognitifs où les gens ont des forces et des faiblesses. On regarde les fonctions exécutives aussi. Je vais vous donner une définition un peu plus tard parce que c'est un domaine où largement les individus qui ont un trouble du spectre de l'autisme vont avoir des déficits ou des difficultés. On regarde l'attention, la mémoire de travail, la mémoire à long terme, la vitesse de traitement de l'information. On s'intéresse toujours au rendement académique, donc on regarde comment ils font en ELA, qui est un peu l'équivalent du français, de la lecture et de l'écriture, mais en anglais. On regarde comment ils font en maths également, en mathématiques. Le fonctionnement adaptatif, donc comment ces jeunes-là peuvent utiliser toutes les choses qu'ils ont appris dans la vie à l'école ou dans la vie de tous les jours pour être indépendants. Donc, on regarde leur habileté à comprendre ce que les gens disent, à utiliser leurs mots pour aller rencontrer leurs besoins, la capacité qu'ils ont aussi à socialiser avec les gens, à s'entendre avec les gens, et la capacité qu'ils ont à être indépendants dans la vie de tous les jours, que ce soit de s'habiller, de se nourrir, etc. Et en fait, le dernier domaine qu'on regarde lorsqu'on fait l'évaluation neuropsychologique, c'est aussi le fonctionnement comportemental. Donc, est-ce qu'il y a des problèmes de comportement, l'agression, par exemple, ou des fois l'opposition sont des références qu'on a fréquemment lorsqu'on fait l'évaluation. De même que les problèmes sociaux ou affectifs, en difficulté à faire des amis, par exemple, la dépression, l'anxiété sont des références aussi qu'on a fréquemment. Et pour chacun de ces domaines, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher des tests neuropsychologiques qui ont été standardisés. Donc, juste pour vous donner un peu. Donc, on appelle ça une batterie d'évaluation. Et en préparant ma présentation aujourd'hui, je me suis dit, je vais présenter un peu quels sont les domaines où les jeunes qui ont un TSA de haut niveau ont plus de difficultés. Alors, une façon de regarder les profils d'apprentissage chez les jeunes qui ont un TSA, c'est de les mettre en deux groupes. Alors, souvent, les gens vont dire c'est ou bien un visualiseur ou bien c'est un verbalisateur. Et ce que ça veut dire pour les visualiseurs, ce sont ces jeunes, on en a souvent vu dans des films, par exemple, un exemple, ça peut être Rain Man, qui est quand même un ancien film, mais ce sont ceux qui pensent avec des images. Et les mots, pour eux, ça vient beaucoup plus tard. Alors, ce sont des jeunes que dans leur histoire, ils vont dire, quand j'étais petit, ça m'a pris, j'ai pas parlé avant que j'avais 4 ans ou 5 ans, mais je pensais, j'avais les concepts dans ma tête. Et souvent, ils présentent avec des problèmes de comportement quand ils sont petits parce qu'ils n'arrivent pas à utiliser leurs mots pour faire valoir leurs besoins. Quelques exemples que j'ai donnés ici. Il y a des gens qui ont des diagnostics clairs, comme par exemple ici, Temple Grandin. Ça aussi, c'est un surfeur d'origine australienne. Il vient de sortir comme une biographie sur sa vie où il parle de son diagnostic et comment le fait de voir en 3 images et les habiletés visio-spatiales qu'il a ont été une force pour lui pour développer son sport. Il y a des personnages que, historiquement, lorsque les gens regardent les biographies qui ont été écrites sur eux, ils se disent peut-être qu'il l'était, peut-être qu'il l'était pas, mais ça rappelle un peu ce genre de personnes. Donc, c'est le premier profil qu'on a, où il y a une mémoire visuelle qui est très forte, traitement de l'information auditive est plutôt faible, c'est vraiment les images et non pas les mots. Le deuxième profil, c'est les verbalisateurs.
Ça, je dirais que j'en vois beaucoup plus à l'école où je travaille. Ce sont ces jeunes qui parlent avec des grands mots, des grands termes. Ils ont 13-14 ans, mais ils parlent comme des fois un professeur qui a travaillé pendant des années. Ils ont ces grands mots, ils connaissent le dictionnaire. On se dit, où est-ce qu'ils ont appris tout ça? Ils ont aussi des intérêts qui sont souvent beaucoup plus matures que leur âge. Donc, j'ai des jeunes qui vont parler de politique, par exemple, internationale, et puis ils ont 12-13 ans. Ça me surprend un peu. Même par rapport à leur père, lorsqu'on les compare, on ne s'attend pas nécessairement à ça. Des intérêts qui sont très circonscrits aussi. Par exemple, on a ce personnage ici dans une série qui est sur Netflix qui s'appelle Atypical. Il avait un intérêt précis pour l'Antarctique, la biologie et les pingouins. Et il savait à peu près tous les faits là-dessus. Alors qu'il y a des sujets beaucoup plus de la vie de tous les jours, comme juste de discuter avec les pères du dernier groupe de musique qui est populaire, ça ne l'intéresse pas vraiment. Des images ici, ce sont des gens qui ont des acteurs comme Daryl Hannah ou Dan Aykroyd qui ont dit qu'ils ont eu un diagnostic alors qu'ils grandissaient. Et puis, ils ont cette facilité pour mémoriser des textes par cœur qui les a aidés énormément dans leur profession d'acteur. Mais il disait aussi que lorsqu'il devait faire l'aspect plus promotionnel de vendre le film et d'aller faire des entrevues, c'était très difficile, pour ne pas dire souffrant. Ils utilisaient le mot « painful » parce que c'est d'avoir cette flexibilité-là de répondre avec les gens qui était beaucoup plus difficile. Historiquement, certains gens disent que, selon la biographie, peut-être qu'Abraham Lincoln ou Isaac Asimov auraient pu rentrer dans ces catégories-là. Donc, c'est une façon de comprendre les forces et les faiblesses cognitives, où on se dit, bon, d'un point de vue de leur intelligence et capacité à résoudre des problèmes, il y a une force. Elle peut être non-verbale dans tout ce qui est visio-spatial, ou elle peut être verbale dans tout ce qui est l'utilisation des mots. Alors, ce qui m'intéresse de présenter aujourd'hui, c'est d'autres modèles aussi qui ont été développés et qui nous aident à comprendre la façon dont ils peuvent comprendre et conceptualiser le monde. Je les ai mis en 3 catégories. Je suis partie d'un livre qui a été édité par Christopher McDougall, qui est au Lurie Center for Autism, au MGH à Boston, où ils se sont intéressés, ils ont appelé ça Primer on Autism, mais c'est vraiment comme un livre de référence sur l'autisme. Son équipe sont spécialisées à travailler avec des gens qui présentent avec différents niveaux de fonctionnement en autisme à Boston. Les 3 grandes catégories, la première, c'est la cognition et motivation sociale. La deuxième, c'est les fonctions exécutives, donc c'est là où je vais pouvoir vous définir un petit peu plus. Et la troisième, c'est le traitement de l'information. Alors, au niveau de la cognition et de la motivation sociale, une des choses qui ressort de la recherche qui a été faite plus récemment, entre autres les travaux de toute l'équipe de Dawson, je n'ai pas mis la date ici parce qu'il y avait vraiment plusieurs articles, mais je sais que c'est son équipe à lui. Je peux vous envoyer des références plus précises si vous êtes intéressés. Et aussi le travail de Wu and Chang, où ce qui les a intéressés, c'est qu'en fait, les jeunes qui sont sur le spectre de l'autisme ont une trajectoire de développement qui est très différente, et ça dès l'enfance. Alors, chez les enfants qui ont un profil neurotypique, une des premières choses qui émerge, c'est l'attention partagée. Donc, c'est la capacité à répondre aux gens lorsqu'ils demandent notre attention ou à aller chercher l'attention des gens pour rencontrer nos besoins. Et ce qu'on voit chez les jeunes qui ont un spectre, qui sont sur le spectre de l'autisme, l'attention partagée vient, mais quand même pas en premier. Donc, ça va être plus long pour eux de commencer à répondre et à montrer un intérêt pour le monde autour d'eux. Et ensuite, ça vient beaucoup plus tard d'aller chercher l'intérêt des gens. Et lorsqu'on pense au développement de l'enfant de manière générale, ce qu'on pense, c'est qu'on apprend surtout par imitation. On apprend beaucoup par aussi aller poser des questions ou aller chercher ce dont on a besoin. Donc, on peut imaginer l'impact que ça peut avoir sur le développement cognitif de ces enfants-là. Aussi, les travaux de Dawson, d'un point de vue plus neurosciences, ont ressorti qu'en fait, il y a peut-être même le mécanisme de récompense sociale au sein du cerveau est différent. Donc, il y a comme une façon différente dont le cerveau est organisé et connecté, si on veut, chez les jeunes qui sont sur le spectre de l'autisme. Et par exemple, la façon dont ils répondent, l'amygdale ou bien l'oxytocine vont fonctionner dans le cerveau est différente, et ça vient influencer leur capacité à répondre et aussi à initier l'attention auprès des gens.
Le deuxième aspect qui est intéressant dans cette théorie-là, la théorie de la cognition et de la motivation sociale, c'est la théorie de l'esprit, ce qu'on appelle la mentalisation. Je cherchais une BD pour un peu illustrer l'idée. J'ai bien aimé celle-là, c'est en anglais, mais c'est un couple et la dame dit à son mari, tu sais, lorsqu'on a été mariés depuis très longtemps, on en vient même à un point où on sait ce que l'autre pense. Mais en fait, elle ne lui dit pas, elle est en train de penser à ça. Et lui la regarde et il pense, non, tu n'as aucune idée de ce que je suis en train de penser. Mais c'est déjà, c'est le point, quoi. Il comprend qu'elle est en train de penser à ça, donc elle a raison. C'est cette capacité à être capable de comprendre ce que l'autre pense, c'est la cognition sociale. Ça a été défini, entre autres, par les travaux de Baron Cohen, Leslie et Fritz. Depuis les années 80 qu'ils travaillent là-dessus, ils publient la recherche jusqu'à aujourd'hui, ils sont très productifs. Donc, la définition qu'ils utilisent, c'est la capacité à comprendre les actions, les émotions, les intentions d'autrui, de même que l'impact de nos propres actions, nos propres paroles sur les autres. Et on peut imaginer, lorsqu'on n'a pas ça, à quel point ça peut avoir un impact sur notre capacité à socialiser avec les gens, notre capacité aussi simplement à comprendre le monde qui est autour de nous. Donc, pour les jeunes qui sont sur le spectre de l'autisme, même ceux qui sont à haut niveau et qui ont des capacités intellectuelles équivalentes ou des fois même supérieures dans certains domaines comparés aux jeunes qui sont avec eux, social qui demeure très difficile pour eux à comprendre. Ça peut être tout simplement de lire l'expression faciale des gens, ça peut être de comprendre certains scénarios sociaux, qu'est-ce qui est approprié, qu'est-ce qui n'est pas approprié, ça peut être de tirer l'implicite de certaines situations et ensuite de l'utiliser pour faire une projection. Donc, selon l'information, on fait ça constamment. On se dit, bon, elle n'est pas très de bonne humeur aujourd'hui, cette personne, je vais lui en parler demain. C'est une projection, on fait un plan à partir de ça. Si on n'est pas capable de lire cette information, alors on peut penser à tous les problèmes qui peuvent arriver. Ou je ne vais pas lui dire ça maintenant, ce n'est pas le bon moment. Ce sont des choses qui sont difficiles pour eux à faire. Et de juger l'impact et pourquoi l'impact est si grand demeure difficile. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est la première théorie que je trouvais très intéressante pour comprendre pourquoi ces jeunes-là ont du mal en milieu scolaire. La capacité à naviguer la scène sociale et la scène de l'école est grandement impactée, si on veut, par la capacité qu'ils ont à comprendre le monde, à comprendre les gens autour d'eux, et aussi par qu'est-ce qui les motive eux, qu'est-ce qui les intéresse eux, comparé à ce qui intéresse la majorité de leurs pairs. La deuxième théorie qui aide énormément à comprendre, que je voulais discuter avec vous aujourd'hui, c'est les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est un grand groupe de processus cognitifs qui nous permettent l'exécution d'activités d'ordre supérieur ou complexe. Par exemple, la planification, l'organisation, la capacité qu'on a à être flexible et aussi à contrôler, à monitorer notre comportement et à résoudre des problèmes. Donc, c'est quand même une large définition et c'est un large groupe d'habiletés, mais qui sont très importantes et qui sont définitivement impactées et difficiles pour les jeunes qui ont un diagnostic de TSA. Alors, je suis allée à une conférence, c'était l'an dernier, l'automne dernier, en 2016, c'était par Tony Attwood, qui est un grand expert dans le domaine de l'autisme. Il a volé de l'Australie à Boston, donc j'ai même pas eu à voyager pour y aller, c'était là où j'étais très chanceuse. Et ce qu'il discutait, lui, l'image qu'il aime utiliser avec les parents avec qui il travaille, parce qu'il fait beaucoup de thérapie avec les jeunes sur le spectre de l'autisme, c'est une image de rail. Il dit c'est vraiment des jeunes qui ont une pensée sur des rails. Et tant que c'est sur les rails, ça va bien. Donc, tant que c'est prévisible, tant qu'on ne sort pas un peu des sentiers battus, comme on dit par chez nous au Québec, ça va bien. En fait, peut-être même ça va plus vite que certaines gens. Mais dès qu'on sort un peu de ce qui n'est pas prévu, c'est très mal, ça va très mal. Et en fait, ça peut créer beaucoup d'anxiété aussi. Il y a une très grande prévalence des troubles anxieux chez les personnes qui ont un TSA. Et ça peut expliquer un peu d'où vient cette anxiété. Parce que quand on est sur des rails, tout va bien, mais dès qu'on déraille, ça peut faire peur. L'image qu'il utilisait, il disait que pour les jeunes leur
leur cerveau fonctionne plutôt comme un gros Jeep, si on veut, ou une grande 4x4, si on veut, Subaru ou Outback, quelque chose comme ça, qui peut aller à côté. Donc, si le chemin ne fonctionne pas, c'est bon, on va couper à travers la broussaille et puis on va revenir sur le chemin et puis ça va. Ils ont la flexibilité pour le faire. Eux ne peuvent pas faire ça. Donc, c'est difficile de suivre leur père aussi. Alors, il y a différents groupes de fonctions exécutives pour pour cette présentation, j'ai décidé de regarder 4 différents groupes, je trouve, d'habiletés lorsque j'évalue qui sont vraiment impactés par les jeunes avec un TSA. J'ai utilisé aussi comme cadre de référence l'organisation par le ZAC qui a publié le Neuropsychological Assessment Manual. Elle a publié, il y a différentes éditions, c'était la dernière, donc c'est le 5th edition. Donc, il y a un groupe qui est très impacté pour eux, c'est la flexibilité cognitive, et puis j'en ai parlé un peu. Donc, c'est là où on voit la préférence pour la prédictibilité, ils n'aiment pas le changement, ils ont du mal à s'adapter s'ils doivent changer. Ils persévèrent aussi, tendent à répéter les mêmes erreurs encore et encore. Ils ne sont pas très ouverts à essayer autre chose. Ça peut être très frustrant de travailler avec des jeunes qui ont un TSA parce qu'on connaît souvent, on a des idées de suggestions qui pourraient changer énormément leur vie et ils ne veulent pas, ils ne sont pas prêts. Et comment on travaille avec ça? J'ai l'occasion non seulement je travaille du côté évaluatif, mais je travaille aussi du côté thérapeutique où on fait la thérapie cognitive comportementale, où on essaie de leur enseigner des stratégies de coping, on essaie de leur enseigner une façon différente de voir les choses, on essaie de les amener à être plus flexibles, mais il faut y aller à leur rythme aussi. Alors, on pousse, mais jusqu'à un certain point, parce que ça nous prend aussi la relation thérapeutique, la connexion avec eux, et puis s'ils ne nous aiment pas, ils ne vont pas nous écouter non plus. Alors, c'est une balance, mais c'est clairement un grand objectif en intervention. Un autre domaine qui rentre encore sur les fonctions exécutives, c'est la volition et l'action. Donc, c'est la capacité que l'on a comme individu à démarrer une action, à initier un projet, à générer des nouvelles idées, à développer des buts. Et on peut imaginer, lorsqu'on fait ça, on a besoin d'une grande flexibilité aussi. Et on a besoin de la capacité à prendre un risque aussi. Et puis, c'est des jeunes qui n'aiment pas beaucoup le changement, qui n'aiment pas beaucoup l'insécure ou tout ce qui est incertain. Alors, c'est très difficile pour eux d'initier. Et souvent, en milieu scolaire, c'est vu comme étant, ils sont paresseux, ils sont lâches, ils ne veulent pas le faire, ils ne font pas vraiment l'effort, alors que derrière, ce qu'il y a, c'est vraiment un déficit cognitif, c'est tout simplement une activité qu'on leur demande de faire qui est très difficile pour eux. Et c'est souvent une raison de consultation que je reçois en milieu scolaire. Pour cette raison, c'est les profs vont dire, mais pourquoi il ne commence jamais son travail? Pourquoi il ne fait jamais ses homework? Je lui donne 15 minutes à la fin de la classe et puis c'est jamais assez. Souvent, ça fait partie de l'explication, la capacité à initier ce travail. Un autre domaine qui rentre sous les fonctions exécutives, c'est la planification et l'organisation. Donc, tout ce qui va rentrer dans la capacité qu'on a à développer un plan, à choisir une stratégie pour résoudre un problème, la capacité qu'on a à monitorer le temps aussi. Comme moi, par exemple, je suis en train de vous parler, donc j'essaie toujours de regarder le temps qui se passe pour être sûr que je suis pas en train de dépenser trop de temps et puis que je vais arriver dans les temps. Ça, c'est très difficile pour eux. Ils tendent à se perdre dans un détail et puis ils n'arrivent pas à finir les choses à temps. Segmenter le travail. Par exemple, lorsqu'on demande une tâche, ça veut dire de faire quoi? 1, je dois faire ci, 2, je dois faire ça, 3, je dois faire ça. Très difficile pour eux de voir ça. Ils voient juste la tâche et ils ne voient pas comment ils vont arriver à la faire. Séquencer aussi, ce que j'appelle le séquençage, c'est la capacité qu'on a à prioriser, de dire 1, je dois faire ça, 2, je dois faire ça, 3, je dois faire ça. Donc, non seulement le faire en étapes, c'est difficile, mais aussi de prioriser ces étapes et de les mettre en ordre est difficile. Et tous ces domaines-là, je voulais reculer un peu, sont exacerbés, bien sûr, par la fatigue, le stress, l'anxiété, et ils en ont énormément parce que c'est très stressant pour eux d'aller à l'école. Et le dernier domaine sous les fonctions exécutives, c'est l'inhibition et la régulation. Donc, tout ce qui a trait à, bon, j'ai fixé un but, j'ai une tâche à faire, je dois m'assurer que je demeure sur la tâche, que je la rencontre dans le temps. Donc, c'est le monitoring. Et si quelque chose me sort un peu du chemin que je m'étais tracé, je dois le remarquer et je dois me remettre sur le chemin. Et d'engager dans la résolution de problèmes. Par exemple, oh, je vais être en retard, qu'est-ce que je peux faire?
Peut-être que je peux annuler, par exemple, j'ai une liste de choses à faire, peut-être que je peux enlever 2 choses qui sont moins importantes et comme ça, j'arrive quand même à l'heure. Ces jeunes-là, ils n'ont pas cette flexibilité-là de faire ça ou la capacité à faire ça. Et donc, ils se disent, non, c'est ma liste et je dois passer à travers la liste. Et puis, finalement, bon, ils sont en retard et ils manquent le cours. Donc, c'est un exemple. Et ces difficultés-là, au niveau de l'inhibition et de la régulation, c'est aussi observé dans d'autres troubles neurodéveloppementaux, entre autres le TADA. C'est souvent décrit comme un déficit d'inhibition. En fait, c'est une difficulté à contrôler. C'est pour ça qu'ils sont toujours en train de bouger, qu'ils sont hyperactifs, quoi. Et en fait, il y a une grande co-occurrence du TADA avec le TSA aussi. Et sans avoir un pur TADA, les jeunes qui présentent un TSA ont clairement des traits d'inattention et d'hyperactivité. C'est très fréquent. Donc, ça fait partie des domaines avec lesquels on doit les aider. La troisième théorie sur laquelle je veux passer un peu de temps avec vous aujourd'hui, c'est celle du traitement de l'information. Et il y a comme 2 choses qui se passent ici, 2 courants que j'aimerais discuter avec vous. Le premier, c'est le courant où on parle de la difficulté qu'ils ont à avoir une cohérence. Merci. Une cohérence, à faire un sens d'un tout. De plusieurs détails. Donc, Happy et Fruit, en 2006, décrivait ça comme l'habileté, que ces jeunes-là ont une habileté réduite à intégrer différents détails en un tout cohérent et contextuellement approprié. Donc, ils voient les détails, mais ils ne les mettent pas ensemble. Donc, ce qu'ils perdent, c'est la vision globale, c'est le contexte, l'inférence, l'intégration, l'analyse. Donc, on peut imaginer d'un point de vue scolaire, ça va être très difficile si on n'est pas capable de faire ça. D'un point de vue social, ça va être aussi très handicapant. Je voulais vous montrer, c'est un test neuropsychologique qu'on utilise fréquemment, la figure de Ray Osterried. Et au cours de cette tâche, ce qu'on demande, bon, il y a différentes étapes, mais la première, c'est tout simplement une copie. Et ensuite, ça devient une tâche un peu de mémoire, de planification, d'organisation aussi. Mais lorsqu'on demande de faire la copie, la majorité des gens, si je vous posais la question, je ne vous connais pas, mais je suis à peu près sûre que vous me diriez, je vais commencer par faire le tour comme ça. Ensuite, je vais ajouter peut-être les triangles. Ensuite, je vais ajouter ce qu'il y a autour. Je vais peut-être faire le centre. Et on finit avec les petits détails comme ça ici, ou comme les 5 barres ici, ou les 5 barres là-bas. À chaque fois que je la donne, que je la présente à des jeunes qui ont un trouble TSA, voici ce qu'ils me font. Et c'est incroyable. Ils commencent avec ça ici. Ensuite, ils vont faire quelques détails. Ils vont passer un peu de temps ici. Et vers la fin, ils vont rajouter le large. Et ce qui arrive, c'est que lorsque je leur, après peut-être 2 minutes, 5 minutes, je leur dis, OK, alors maintenant, tu me dessines ce que tu te rappelles. Ils se rappellent d'absolument rien parce que ce n'est pas une stratégie qui va les aider. Alors, ils disent, il y avait un visage, je pense qu'il y avait un sourire, je ne suis pas sûre. Donc, ils font un visage avec le sourire, c'est super cute, mais ça ne leur donne pas beaucoup de points parce que ce n'est pas nécessairement ça la tâche. Alors que lorsqu'on s'y prend avec le contexte général, c'est beaucoup plus facile d'inférer, de dire, bon, il y avait peut-être 4 barres, peut-être 5 barres, je vais y aller avec 4, mais bon, même si je n'ai pas les 5 barres, j'ai quand même beaucoup plus de points parce que ma stratégie m'a aidé. Donc, je trouve que c'est une belle façon d'illustrer un peu comment ils voient le monde. Et puis, ça fait de la même façon dans un cours. Plutôt que d'écouter le contenu du prof, ils peuvent vraiment centrer leur attention sur la couleur des chaussures parce que vraiment, c'est quoi ces nouvelles chaussures, quoi? Et puis, ils perdent carrément la classe. Et ils sortent de la classe et ils disent, mais c'était quoi ça? Je me rappelle de rien. Donc, c'est vraiment l'attention. Et je le vois même en thérapie où les gens vont faire des commentaires sur un truc que j'ai changé. Ça peut être la couleur des cheveux, ça peut être un nouveau chandail que je porte. Et puis, oui, mais de quoi on parle? Il faut les ramener au sujet. Le deuxième élément, en plus de la faible cohérence, les difficultés qu'ils ont dans ce domaine-là, c'est aussi le traitement complexe de l'information. Donc, pour eux, tout ce qui est plus par cœur, tout ce qui est plus comme bien délimité, noir et blanc, voici ce que je te demande de faire, très facile. Ils peuvent s'exercer, ils peuvent devenir aussi bons, sinon meilleurs que les jeunes parce qu'ils ont la persévérance et ils ont la motivation pour faire des choses qu'ils aiment. Alors, c'est moindrement une tâche qu'ils aiment, ils vont la pratiquer encore plus que tout le monde sans même en avoir marre, quoi. Mais lorsqu'on leur demande d'utiliser ces habiletés-là pour faire quelque chose de plus complexe, pour avoir une pensée plus nuancée, c'est beaucoup plus difficile pour eux pour le faire parce que ça demande la flexibilité cognitive, encore une fois. Donc, ces choses-là finissent par se connecter à la fin.
Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a une grande mémoire pour les détails, mais on va voir qu'il y a beaucoup plus de difficultés à résoudre des problèmes, à former et à performer des tâches qui sont beaucoup plus complexes. Et ça va avoir un impact sur leur attention, ça va avoir un impact sur leur mémoire aussi, et donc on peut imaginer leur rendement scolaire. Quelques mots sur la vitesse du traitement de l'information. Alors, chez les jeunes présentant un TSA, elle est plus lente que chez d'autres jeunes, fréquemment. C'est ce qu'on va voir dans leur profil cognitif. Et la raison, c'est la rigidité cognitive. Donc, si on est perfectionniste ou si on passe beaucoup de temps sur un détail, on ne va pas travailler d'une manière qui est très efficace. Donc, ce n'est pas qu'ils n'ont pas la capacité à le faire ou qu'ils ne comprennent pas la tâche, c'est vraiment cette rigidité-là qui a un impact sur leur vitesse. On peut ajouter à ça que, de manière générale, ils tendent à être perfectionnistes, qu'ils ont une faible tolérance au stress et à l'anxiété. Et souvent aussi, ils ont des difficultés motrices qui ne vont pas les aider à faire ce genre de tâches-là très rapidement. Donc, d'un point de vue académique, ce que ça donne d'une manière générale, et j'en ai déjà parlé un peu, donc je peux passer plus rapidement, mais ça va faire qu'une force, ça va être la mémorisation des faits ou l'apprentissage de procédures simples, comme par exemple le calcul mathématique. Il y a des jeunes avec qui je travaille, ils peuvent calculer n'importe quoi comme ça, ils sont excellents. Mais de résoudre des problèmes mathématiques qui sont plus en lien avec la vie courante en utilisant cette capacité de calcul, beaucoup plus difficile. La lecture, le décodage des sons d'habitude est relativement intact, mais la compréhension, très difficile. La compréhension du contenu, la compréhension des instructions aussi lorsqu'on leur donne une tâche à faire. Et ça peut être au-delà des cours de langue ou de lettres ou d'art. Ça peut être dans toutes les matières où ils peuvent avoir de la difficulté avec les instructions. L'écriture, d'habitude, c'est des champions de l'épellation. Ils peuvent mémoriser, ils ont une mémoire photographique, ils voient les mots, comment ils sont écrits. Souvent, on va voir que c'est des champions de spelling bee dans leur école, les concours d'épellation et tout, parce que c'est facile pour eux. Mais d'écrire un essai, avoir une pensée analytique, ou des fois, à l'école, nous, on leur demande de prendre une position qui est contraire à ce qui les intéresse, juste pour développer la capacité à faire de l'argument, parce que c'est quelque chose d'important pour le high school, mais aussi le collège. Très difficile. Pourquoi je ferais ça? Et puis ensuite, lorsqu'ils décident de « OK, je vais essayer », juste de faire la tâche cognitivement est aussi difficile pour eux. Donc, j'ai parlé de la lecture déjà. En fait, les problèmes de lecture chez les jeunes avec un profil TSA, ça peut être 1/5 des enfants. Donc, c'est quand même pas rare. D'habitude, c'est la compréhension qui est un problème. Et aussi, il y a une différence perceptive. Donc, étant donné leur focus sur le détail, lorsqu'ils regardent une page, ils ne voient pas nécessairement la même chose que nous. Alors, ce qu'ils ont trouvé, c'est que les jeunes qui ont un TSA ont une fenêtre qui est beaucoup plus petite au niveau de leur attention, ce qu'ils regardent. Et donc, ça ne les aide pas pour ce qui est du contexte. Quand nous, on lit, on regarde toujours, même si on ne s'en rend pas compte, on lit une phrase, on regarde toujours ce qui est avant et ce qui est après aussi. C'est ce qui nous aide à faire un sens de cette phrase-là par rapport aux autres phrases qu'il y a dans le texte. Mais eux, leur fenêtre est tellement petite que c'est comme s'ils le font à chaque fois. Donc, c'est difficile de connecter ces choses-là ensemble. Donc, il y a quelque chose aussi dans la mécanique de la chose, dans ce qu'ils voient, dans la perception. D'un point de vue rédaction et écriture, ce qu'on voit, c'est que souvent, ils peuvent répondre aux questions facilement d'un point de vue oral, mais d'avoir à l'écrire, de le planifier, beaucoup plus difficile. L'exécution motrice de l'écriture est souvent pénible aussi. Il y a beaucoup de jeunes qui reçoivent des services pour les aider avec tout ce qui est de l'écriture, l'appréhension du crayon qui est approprié, des choses comme ça. La planification et organisation du texte, bien sûr, de même que la génération des idées peut leur prendre un temps énorme. Il y a aussi la rigidité qui rentre en ligne de compte aussi, et le perfectionnisme chez ces jeunes-là. Je me rappelle un jeune où j'avais été demandé faire une consultation auprès de sa classe et oralement, il avait toutes les capacités, il comprend la matière. Lorsqu'on teste, on discute avec lui, mais il ne fait rien au niveau de son travail. Et ce qui arrivait, c'est qu'il y avait une difficulté à écrire et c'était vraiment moteur, c'est difficile. Donc, on avait été chercher des supports technologiques pour lui, c'était payé par son district scolaire et on essayait de le convaincre un peu d'utiliser cette nouvelle technologie. Et puis, c'est un jeune qui aime beaucoup la technologie, donc on était sûr que ça allait l'intéresser. Mais ce qu'il m'a dit en fait, il dit, lorsque j'utilise la dictation et que je regarde ce que ça donne comme produit, ça sonne comme moi qui parle, ça sonne pas comme moi qui écris. Et le travail que j'ai fait avec lui, j'ai dit, oui, mais tu peux partir de ça. Et ensuite,
écrire ou l'améliorer, c'est pas la réponse finale pour toi, parce qu'il quand même, il est excellent pour ce qui est de taper à l'ordinateur. Donc, il y a toujours une capacité à faire ça dans un deuxième ou troisième révision de sa réponse. Mais il était incapable de tolérer ce premier jet-là qui n'est pas bon. Alors, il ne voulait pas le faire, il refusait. Donc, il y a eu un grand travail à faire à ce niveau-là. C'était pratiquement un travail d'exposition comme on ferait pour les jeunes qui ont des troubles anxieux, où il doit apprendre à tolérer que la première réponse n'est pas la meilleure. C'était carrément de l'anxiété. Mathématiques, c'est souvent un talent unique dans certains domaines, comme le calcul, ou une très grande difficulté juste de manière générale. Lorsque c'est un talent, il y a quand même des difficultés qui sont observées dans tout ce qui est plus nuancé, comme la résolution de problèmes. Le fonctionnement adaptatif et indépendance. Donc, quand on met tout ça ensemble, on peut imaginer que pour eux, de devenir indépendant, c'est très difficile. De naviguer la scène scolaire, c'est très difficile. D'un certain point de vue, j'ai pris cette image. À mon école, on utilise Google Classroom pour organiser les différents cours. Donc, comme ça, les jeunes, lorsqu'ils connectent à la maison, ils peuvent facilement regarder, en anglais, c'est ce que j'ai à faire, en sciences, c'est ce que j'ai à faire, en histoire. Les profs vont mettre des notes sur les examens qui s'en viennent, les travaux qui sont à faire pour la journée, pour la semaine, à remettre dans 2 semaines, dans un mois. Mais on peut imaginer avec les difficultés d'organisation qu'ils ont et aussi les difficultés, je pense, comme au traitement de l'information, la difficulté qu'ils ont à tirer ce qui est important versus de se perdre dans un détail. Ça ne fonctionne pas tout le temps très bien pour eux. Ça leur prend comme un organisateur, un secrétaire administratif. Souvent, ça va être les parents qui vont dire, écoute, ce qui est important à faire aujourd'hui, c'est ton cours d'histoire parce qu'il est demain. Alors qu'eux, ils peuvent se perdre dans un autre truc qui leur semblait intéressant et qui est aussi à faire. Donc, c'est très difficile et ça leur demande beaucoup d'énergie de naviguer tout ça. Et ce qui arrive, c'est qu'en parallèle, ils doivent naviguer quelque chose d'autre à l'école, qui est la scène sociale. Et alors qu'ils grandissent, ça devient de plus en plus complexe. Et souvent, ils n'ont pas l'énergie pour faire ça parce que juste d'organiser leurs cours et de faire les devoirs et de se remettre à temps, c'est déjà énormément d'efforts pour eux. Et on leur demande ensuite de faire quelque chose d'autre qui est très important pour eux, ils sont motivés à le faire, mais qui est très difficile aussi, ça ne leur vient pas naturellement. Alors, quand on met tout ça ensemble, l'expérience de l'école peut être très difficile. Et donc, l'impact interpersonnel ou affectif de ces vulnérabilités-là, si on veut, sur le plan cognitif, on le voit, ce sont des jeunes qui vont avoir des émotions qui sont très intenses, ils sont très sensibles, et ça vient d'une part des difficultés d'inhibition qu'ils ont, et du fait aussi que leur expérience au quotidien est relativement difficile, donc il y a beaucoup d'irritabilité, faible tolérance au stress, perfectionnisme. Si on pense à la théorie de la cognition et de la motivation sociale, l'impact, ça peut créer une certaine forme de maladresse sociale où ils ne font pas la bonne chose au bon moment, où ils ont l'air tout simplement pas intéressés. Il y a un certain manque d'insight et de flexibilité qui vient de ces déficits-là qu'ils ont dans le domaine des fonctions exécutives aussi. Et souvent, ce qu'on voit dans la littérature scientifique, c'est que ce n'est pas qu'ils n'ont pas des stratégies d'adaptation, mais celles qu'ils ont sont souvent très limitées. Donc, on essaie de leur apprendre un répertoire qui est beaucoup plus large. J'aime dire aux étudiants avec qui je travaille qu'on développe une boîte d'outils. Et puis, le plus qu'on en a, le mieux c'est, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va avoir besoin d'un outil. J'essaie de les encourager comme ça, parce que la flexibilité à apprendre n'est pas toujours là. Ou des fois, ils sont carrément inadaptés. Inadaptés, pas que la stratégie n'est pas bonne, mais le contexte dans lequel ils vont l'utiliser, ça ne va pas fonctionner aussi. D'un point de vue de la régulation du comportement ou des émotions, ce qui est fréquemment dans la littérature et que j'ai vu aussi dans les références qu'on a pour la consultation dans les classes, c'est les problèmes de comportement qui sont fréquents, ils appellent ça disruptive behavior. Souvent l'agressivité, ça peut être physique, ça peut être aussi d'un point de vue verbal, donc c'est des jeunes qui vont souvent argumenter fortement avec les professeurs, et puis les professeurs ne sont pas tous ouverts à ça ou confortables avec ça, donc ils vont dire il ne me respecte pas, sort, va voir le directeur, et puis ça peut facilement monter et puis devenir une crise à ce moment-là. L'opposition, le négativisme, le fait qu'ils refusent de faire certaines choses, souvent c'est vu comme le fait qu'ils sont oppositionnels, qu'ils le font juste parce qu'ils ont envie d'embêter les adultes, alors qu'en fait, ce qu'on peut voir avec les 3 différentes théories que j'ai discutées ici, il y a beaucoup de raisons derrière tout ça, et plusieurs sont ancrées dans la façon même dont leur cerveau opère et fonctionne.
Donc, c'est très fréquent. Et d'un point de vue émotionnel, ce qu'on va voir dans la littérature, c'est que les jeunes qui ont un profil TSA ont beaucoup plus une grande probabilité de présenter aussi avec des troubles anxieux, troubles obsessionnels compulsifs, des problèmes d'adaptation, d'irritabilité et aussi la dépression. Et la dépression, c'est surtout alors qu'ils vieillissent, donc adolescence, jeunes adultes, alors qu'ils se rendent compte que la vie pour eux est plus difficile, alors qu'il y a des deuils comparés, lorsqu'ils se comparent avec leurs frères, leurs sœurs, avec leur père, ils n'arrivent pas nécessairement aussi près dans les mêmes étapes de vie, et c'est difficile à comprendre et à gérer. Et ils ont dit que dans la population adulte, ça peut être aussi élevé qu'un adulte sur 3 avec un TSA. Donc c'est beaucoup plus fréquent aussi, qui ont une dépression. Et en plus, rapidement comme ça, lorsqu'on est dans un milieu scolaire, une des choses auxquelles on doit penser aussi, c'est qu'ils ont des problèmes de santé en comorbidité, des fois plus fréquemment que chez les autres jeunes. En trouble, ce que je voulais pointer ici, le trouble du sommeil, lorsqu'on dit que 50 à 80% des jeunes qui présentent un TSA ont du mal à s'endormir ou à demeurer endormis durant la nuit, ça a un impact sur la capacité à apprendre pour n'importe qui, qu'importe le profil cognitif qu'on a. Alors imaginez, c'est comme une autre barrière, un autre obstacle qu'ils doivent franchir. L'estime de soi. Alors, quand on met tout ça ensemble, ça a un impact énorme sur l'estime de soi. Elle est souvent, lorsque j'avais été à la conférence de Tony Attwood, il disait c'est un peu comme un château de cartes, et j'ai bien aimé l'image, dans le sens que ça repose sur une ou deux habiletés qu'ils ont. Donc, par exemple, moi, je suis bon dans les maths. Si je manque mon examen, il n'y a plus rien, tout s'écroule. C'est comme un château de cartes parce que je suis bon dans les maths, c'est tout ce que je sais faire. Je n'ai pas beaucoup d'amis, donc je ne suis pas bon là-dedans. Souvent, je ne suis pas très sportif non plus. Je ne suis pas très bon dans les autres matières. Mon truc, c'est les maths. Et ça, je le vois aussi fréquemment dans le travail clinique que je fais aussi. Et puis, une des interventions qu'on a, j'arrive aux interventions, mais c'est de bâtir une flexibilité, de développer d'autres domaines avec eux, où ils se sentent qu'ils ont une confiance. Et puis, ça prend un certain temps parce qu'ils n'ont pas la flexibilité de vouloir essayer quelque chose de nouveau. Ça prend un certain temps avant qu'ils se sentent confortables et qu'ils se disent « Ah, finalement, je suis peut-être bon là-dedans aussi. » Mais une fois qu'ils ont ça, ça devient un facteur de protection. Donc, c'est un travail qu'on fait à l'école, mais aussi, c'est un travail qu'on fait en lien avec les parents pour explorer un peu ce qu'il y a dans leur communauté. Alors, les adaptations et les interventions, il y en a énormément et de plus en plus qui sont validées aussi, qui ont un support scientifique, donc on sait que ça fonctionne. Pour le but de la présentation aujourd'hui, je voulais organiser en certaines catégories. Donc, je me suis dit, bon, d'un point de vue environnement, comment on peut organiser l'école, la classe, pour que ça fonctionne pour ces jeunes-là, pour qu'ils se sentent à l'aise. C'est des choses qu'on fait dans mon école, mais c'est aussi des choses qu'on va recommander lorsqu'on a un jeune qui se prépare à retourner en milieu moins restrictif ou sinon carrément au milieu régulier. On rencontre l'école où ils s'en vont, on discute ça et on regarde leur capacité à implanter ces choses-là qui fonctionnent bien pour le jeune. Alors, la structure, l'organisation, je suggère tout le temps aux profs de donner une orientation générale, un peu comme on fait lorsqu'il y a un nouvel employé, on les oriente, on leur explique un peu comment tout fonctionne. Ces jeunes-là, c'est dans chaque classe qu'on a besoin de faire ça. Si l'enseignant est différent, si la classe est différente, ça doit être fait dans chaque classe avec eux. Et les préparer une fois qu'ils sont bien orientés à l'environnement, c'est de les préparer aussi s'il y a des transitions, s'il y a des changements dans l'horaire habituel des classes, comment ça fonctionne pour eux. Promouvoir le calme et apaiser les tensions, c'est très important aussi. Donc, on veut qu'ils se sentent à l'aise dans la classe. Et puis, s'il y a des tensions qui augmentent, eh bien, comment on peut régler ça? Varier et multiplier les rappels aussi, parce que c'est des jeunes qui tendent à oublier certaines choses. Donc, même dans l'environnement scolaire ou dans la classe, on va utiliser des rappels visuels, des horaires, des calendriers, différentes choses. Des fois, ça va être carrément sur leur pupitre et ça va les aider énormément à ne pas oublier les choses qu'ils ont à faire. C'est important d'individualiser. Donc, ce qu'on appelle aux États-Unis le one size fit all, ça fonctionne vraiment pas avec eux. Et malheureusement, à l'école régulière, souvent, c'est un enseignant qui va travailler avec 25, 30, 35 étudiants. Donc, c'est très difficile d'individualiser. Mais
si on peut rencontrer l'enseignant, avoir une discussion à part, souvent les parents vont rencontrer les enseignants à la nuit scolaire ou la soirée où on peut rencontrer tous les profs et puis juste discuter avec eux, ça peut faire vraiment une grande différence dans leur expérience scolaire. Nous, on est dans une école plus spécialisée, alors on écrit carrément ces choses-là. Il y a un plan d'intervention qui est développé pour chaque jeune qui est spécifique, où on sait qu'est-ce qui fonctionne pour eux, qu'est-ce qui les aide. D'un point de vue de l'environnement individualisé, ça peut être d'avoir, par exemple, sa propre station de travail. Parce que de changer d'un pupitre à un autre, ça veut dire de réorganiser ces choses à différents endroits. Et puis, des fois, pour eux, ça peut leur prendre la moitié de la classe juste à sentir qu'ils sont à l'aise et puis qu'ils ont tout correctement. Ils ont déjà perdu la moitié de la classe. Alors, s'ils ont tout le temps le même pupitre, ça les aide énormément. Avoir un lieu calme qu'ils peuvent accéder aux besoins et leur dire c'est quoi. S'ils se sentent un peu dépassés par ce qui se passe, s'ils deviennent anxieux, avoir un endroit où ils peuvent juste aller se recueillir un peu, aller prendre quelques respirations, relaxer et revenir, ça peut les aider énormément. Et créer une connexion significative avec au moins un adulte de confiance. C'est une recommandation que je vais tout le temps donner. Ils sont très sensibles au fait de est-ce que les gens vont les comprendre? Parce que leur expérience, c'est que la majorité des gens ne les comprennent pas. Ils sont toujours différents. Donc, d'avoir une personne qui peut les comprendre, ça apaise énormément leur anxiété. Et cette personne-là, ça peut être n'importe qui. Ça peut être le prof dans la matière qu'ils préfèrent le plus, ou ça peut être, des fois, ça peut être carrément un personnel de soutien. Hein. Ça peut être cette secrétaire avec qui ils ont une relation extraordinaire, ils ont vraiment connecté pour une raison ou pour une autre. Et d'avoir cette personne-là, alors qu'ils commencent à se sentir anxieux, ça aide énormément. Motivation et intérêt. Donc, utiliser les éloges, les encouragements, surtout lorsqu'ils font des choses qui sont difficiles ou qu'ils n'aiment pas, ça fait une grande différence. Utiliser aussi les intérêts uniques et les talents spéciaux. Leur donner l'occasion, si on veut, de pouvoir présenter ça aux gens. Il y a des jeunes, par exemple, qui aiment faire le dessin. Bon, ben, est-ce qu'il n'y a pas un moment dans la journée où ils peuvent dessiner? Ou est-ce qu'ils ne peuvent pas avoir le droit de dessiner après avoir fait une tâche qui est difficile dans la matière qu'ils n'aiment pas? Et alterner entre le travail et les pauses. Souvent, c'est quelque chose qu'on utilise dans les plans de comportement. J'ai aussi un BCBA, donc j'ai été formée en ABA, en Applied Behavioral Analysis, et c'est une des recommandations fréquentes qu'on va faire, d'alterner le travail et les pauses. Ça peut être, par exemple, on fait 3 questions, on a une pause d'1 minute. 3 questions, une autre pause d'1 minute. Et ça leur donne juste l'espace nécessaire pour se regrouper, relaxer, puis revenir et affronter quelque chose qui est difficile pour eux. Et ça peut leur donner l'encouragement nécessaire aussi. La prévention, prévenir les crises, prévenir qu'est-ce qui va vraiment les mettre en colère ou les mettre tout à fait hors d'eux. Ça peut prendre beaucoup moins de ressources en milieu scolaire que d'avoir à réagir et intervenir alors qu'il y a une crise. C'est difficile de vendre ça parce qu'on est dans une société, je crois, où c'est beaucoup plus facile de voir à court terme qu'à long terme, mais ça peut vraiment faire un grand changement. Et je pense qu'un des avantages que j'ai dans l'école où je travaille, c'est qu'on peut leur dire ça fonctionne. Nous, on a le luxe d'essayer parce que un des avantages d'une école thérapeutique comme la mienne, c'est qu'on a à peu près un enseignant pour 3 étudiants. Donc, c'est très différent comme ratio qu'un enseignant pour 30 personnes. Mais on laissait comme ça fonctionne. Comment on peut le faire maintenant dans un milieu où les enseignants ont clairement beaucoup plus de demandes à gérer? Mais on sait que ça marche, on sait que ça fonctionne. Agir proactivement, développer un worst case scenario. C'est quoi le pire qui peut arriver? Et savoir quoi faire dans cette situation-là. Et malgré tout, il va toujours avoir des situations qu'on n'aurait pas imaginées. Ça, je parle par ma pratique clinique, je peux vous le dire. Mais ça aide énormément d'avoir au moins essayé de penser à ça en équipe et d'inclure les parents et d'inclure le jeune aussi, surtout lorsqu'ils deviennent plus vieux. Dès qu'ils ont 13, 14 ans, clairement, ils sont plus d'âge secondaire. Ils peuvent définitivement prendre part à ces discussions-là et avoir leur propre opinion là-dessus. Je voulais discuter un peu des caractéristiques individuelles de l'enseignant. J'en ai parlé, donc je vais passer plus rapidement. Mais l'idée, c'est qu'il faut un peu sortir du rôle traditionnel qui est d'enseigner
Et des fois, ça peut aider énormément de faire cette connexion à l'extérieur. Donc, des fois, les enseignants vont devoir faire de la suppléance pendant les repas, par exemple, ou la récré. Ça peut être un bon moment d'apprendre à connaître le jeune. Et puis maintenant, quand il est dans son cours, il est déjà beaucoup plus confortable avec l'enseignant. Et quand l'enseignant lui fait un petit commentaire ou lui pose une question, il réagit beaucoup mieux parce qu'il connaît la personne, parce qu'il y a moins d'anxiété. Les fonctions exécutives en milieu scolaire, différentes stratégies ici, c'est vraiment de les aider à développer cette capacité à organiser leur travail et aussi c'est de les aider non seulement à développer ça, mais aussi de leur donner un cadre où ils ont le cadre. On les aide à créer ce cadre-là. Donc, on leur apprend à segmenter en étapes, à prioriser, à estimer, à mesurer le temps, à développer des listes, à utiliser des organisateurs, des plans de travail, des échéanciers. D'un point de vue apprentissage, quelques recommandations pour les enseignants. Je trouve s'assurer d'avoir l'attention des étudiants. Très important. Souvent, ils ont l'air d'écouter, mais ils sont en train de penser à autre chose. Étant donné, comme on connaît un peu maintenant l'attention qu'ils ont pour certains détails, c'est toujours s'assurer qu'ils sont en train de porter attention aux choses auxquelles on veut qu'ils portent attention. Et puis sinon, carrément de souligner les détails qui sont importants, de faire d'une manière explicite, parce que l'implicite est très difficile pour eux. Donc, ils ne vont pas nécessairement retirer que « Ah, ça, c'est vraiment important pour l'examen », à moins qu'on leur dise « Tu sais, ça, c'est important pour l'examen ». Utiliser plusieurs modalités pour capturer leur attention, modalité auditive, modalité visuelle lorsqu'on présente l'information, très important. Vérifier leur compréhension. Souvent, ils vont rusher, ils ont l'air de comprendre, et lorsqu'on teste leur compréhension, il y a des erreurs de perception, et des fois, ils peuvent être énormes sur qu'est-ce qui vient de se dire, ou qu'est-ce qui est en train de se passer dans la situation. Inviter à prendre une perspective globale, étant donné qu'ils c'est sur un ou deux détails, leur dire oui, mais en gros, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis souvent, ça va être difficile, mais on peut les guider, on peut aussi le modeler. Ils répondent très bien aux interventions de modeling. Si on leur montre comment faire quelque chose, ils vont le faire ensuite. Ils vont nous copier. Présenter les matériels en petite quantité, étant donné les difficultés sur le plan des fonctions exécutives. Si on leur donne beaucoup de matériel sur une feuille, ça va être vraiment trop pour eux pour enregistrer. L'anxiété va monter tellement qu'ils ne sont pas capables de remplir la feuille. Mais on leur donne les questions une ou deux à la fois, ils peuvent le faire. Et c'est les mêmes tâches. C'est juste la façon dont c'est présenté. Encourager la flexibilité, bien sûr. Je pourrais donner une présentation sur encourager la flexibilité parce qu'il y a beaucoup d'interventions qui ont été validées pour le faire et puis c'est clairement d'habitude l'une des premières raisons, je dirais, de référence. Miser sur la généralisation, juste quelques mots rapidement là-dessus, mais les jeunes avec un TSA, une des choses qui est difficile pour eux, c'est de généraliser. Donc, ce qu'ils font dans une classe, ils ne vont pas nécessairement le faire dans l'autre classe, à moins qu'on leur dise explicitement, tu sais ce que tu as fait dans ta classe d'anglais, tu peux le faire aussi dans la classe de maths. Donc, il faut leur dire ces choses-là et aussi, il faut le pratiquer avec eux. Ou des fois, il y a des choses qu'ils apprennent en thérapie, par exemple, dans une session avec leur ergothérapeute ou une session par exemple, avec une clinicienne comme moi en thérapie, et ils vont le faire très bien, parfaitement, et ils ne l'utilisent pas quand ils en ont besoin dans la vie de tous les jours. Alors, il y a beaucoup de prompting. Il faut vraiment les encourager à utiliser ces habiletés-là dans la vie de tous les jours. Et puis, une fois qu'ils le font à l'école, la prochaine étape, c'est aussi de s'assurer qu'ils peuvent l'utiliser dans leur communauté. Donc, on travaille proche avec les parents pour faire ce pont-là aussi. Et puis, il faut toujours penser, dans la prochaine école, est-ce qu'ils vont utiliser ça aussi? Dans la prochaine classe ou lorsqu'ils vont aller au collège. Ou à chaque fois, il faut penser à la généralisation parce qu'ils ne vont pas nécessairement le faire d'eux-mêmes. Donc, en conclusion, lorsqu'on regarde un peu les différents profils qui ont été discutés aujourd'hui, il y a différentes façons dont on peut comprendre les vulnérabilités, mais aussi les forces sur le plan cognitif des jeunes présentant un TSA de haut niveau. Il y a des modèles plus traditionnels qui ont été présentés dans les dernières années où on se dit ils ont une force dans le domaine verbal ou une force dans le domaine non verbal et c'est fréquemment aussi, ça a été validé et c'est aussi fréquemment observé cliniquement. Mais aussi on peut regarder d'un point de vue cognitif quels sont ces processus qui sont plus peut-être difficiles pour eux, quels sont les domaines de force aussi pour eux. Donc quand on regarde ce qui est plus difficile, ben, on peut se dire la capacité à comprendre l'autre par exemple étant donné la cognition sociale, la difficulté à
planifier, à organiser et à aussi monitorer et puis inhiber leur comportement au besoin. C'est quelque chose de beaucoup plus difficile pour eux et de faire un tout cohérent de différents détails. Mais dans les forces, ils ont une attention aux détails qui est incroyable. Ils ont une capacité à pratiquer et à apprendre des choses par cœur qui est tout simplement incroyable aussi. Et s'il y a la motivation et puis s'il y a l'environnement nécessaire pour eux, ils peuvent réussir très bien. Le succès scolaire, quand je travaillais sur ma présentation et je me disais, c'est intéressant parce que souvent la référence qu'on reçoit, nous, en milieu clinique, c'est de dire, ben, il est en train de couler tous ses cours, il ne passe rien, il n'y aura pas de diplôme scolaire et c'est comme ça qu'on définit le succès scolaire. Et on se rend compte que c'est beaucoup plus large que ça, en fait. C'est la capacité qu'ils ont à se sentir à sentir qu'ils font partie de cette communauté-là. Et c'est très important, ça fait partie de l'expérience scolaire de dire, on appelle ça le belonging aux États-Unis, mais c'est vraiment cette capacité à dire, je fais partie de ce groupe, je connais ces enseignants, je connais le personnel de soutien, je connais les élèves dans mes cours, et tous ces gens-là m'aiment bien, m'acceptent pour ce que je suis. Et c'est cette expérience-là qui est très validante et puis qui nous aide à nous développer comme individus, non seulement d'un point de vue académique et ensuite professionnel, mais sur le plan personnel. Et on veut favoriser cette expérience-là pour eux aussi. Stratégie d'intervention, on peut regarder à un niveau plus macro et essayer de changer l'environnement pour ces jeunes-là, du point de vue scolaire, de l'école en général, du point de vue des classes, où on peut regarder d'un point de vue individuel et travailler à certaines habiletés, que ce soit avec les ergothérapeutes, des orthos, des cliniciens, pour développer ces habiletés qui ne leur viennent pas nécessairement naturellement, mais qui peuvent apprendre parce qu'ils ont la détermination, ils ont le focus sur le détail qui leur permet de le faire. Et c'est aussi d'être capable de regarder un peu plus loin et de se dire que je travaille sur ce qui est difficile à l'instant, mais je dois aussi commencer à lui apprendre ce qui va l'aider dans la prochaine étape. Donc, essayer d'avoir tout le temps cette espèce de vision à long terme parce que les transitions sont difficiles, le changement est difficile, donc on veut tout le temps être un petit peu en avant et commencer à préparer ces choses-là. Il y a des défis à relever. Il y a beaucoup d'items pour réflexion, discussion. Un des grands défis que je vois, qui m'est venu du moins en préparant ça, c'est souvent on a ces interventions qui sont extraordinaires, on sait que ça fonctionne, on lit le papier scientifique, on se dit « Oh là là, je dois convaincre l'équipe, on doit essayer ça ». Et ensuite, on rencontre des barrières. Ça fait des barrières de temps, ça fait des barrières de ressources. Ça peut être simplement qu'une journée, il y a un autre jeune qui a eu une crise et puis donc, il n'y avait pas nécessairement le temps ou la capacité pour les gens de soutenir l'autre jeune alors qu'il avait lui aussi du mal. Ou, il y a des défis du quotidien qui sont là et qui rendent l'intervention plus difficile. Aussi, on parle souvent de neurodiversité dans le profil des jeunes avec un TSA, qui est une grande richesse, mais aussi une grande complexité, parce que chaque jeune est unique avec ses forces et ses faiblesses. Et donc, il n'y a souvent pas une réponse blanc sur noir. Et puis, la réponse, c'est souvent de dire, ben, on va regarder les facteurs et on va essayer et on va voir si ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, ben, on va essayer autre chose. C'est d'avoir cette espèce d'approche scientifique un peu, mais sur le plan de la vie de tous les jours. Et puis les gens n'ont pas nécessairement la patience ou sans avoir la patience, ça fait peur aussi d'essayer quelque chose. On se dit, si ça ne fonctionne pas, est-ce qu'on rend les choses encore pires qu'elles sont? Et souvent, les gens ne veulent pas prendre le risque et préfèrent le statu quo. Alors, c'est aussi un défi au niveau de l'intervention. Et puis, intervenir aujourd'hui, préparer demain, j'ai déjà discuté. Alors, pour des raisons de temps, je vais arrêter ici. J'ai été un petit peu plus longue, mais j'ai beaucoup apprécié votre feedback. Je peux voir que les gens, clairement, étaient en train de suivre et même penser à certains exemples et tout. Je suis flexible, donc je peux rester un petit peu plus longtemps aussi si les gens ont des questions. Merci beaucoup de votre attention.